Parfait, merci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir ici. Je m'appelle Benjamin Peuch. Je suis chercheur aux archives de l'État en Belgique. Je me chronomètre aussi. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui, je pense, sera familier à la plupart d'entre nous ici présents, car il me semble que, à peu près toutes et tous, nous travaillons dans les sciences humaines et sociales, et donc nous sommes déjà au fait de certains problèmes comme l'austérité, qui affecte la plupart de nos institutions de recherche depuis, en vérité, la fin des années, le début même des années 90. Mais je pense qu'il est intéressant de regarder un cas de figure propre, qui est celui de mon institution et du service au sein de l'institution dans lequel je travaille. Vous allez comprendre pourquoi, je l'espère, si je suis clair. Donc, je travaille aux archives de l'État en Belgique. Les archives de l'État en Belgique, c'est l'institution nationale, peut-on dire, d'archives, comme on en trouve dans à peu près tous les pays où l'écrit est développé, en tout cas, et on peut dire que c'est désormais le cas de la situation mondiale, je pense. Mais qu'est-ce qu'on fait aux archives exactement? Eh bien, c'est une question intéressante et à laquelle certainement beaucoup d'entre vous ici connaissent déjà la réponse parce que, bon, sciences humaines, sciences sociales, il n'empêche, tout le monde n'est pas forcément familier avec ce milieu parce que les archives, c'est quand même quelque chose d'assez spécialisé. Quand on est petit, on nous emmène à la bibliothèque, au musée, pas tellement aux archives. Pourquoi? Parce que les archives, ce sont des documents extrêmement complexes, souvent qui s'insèrent dans des procédés, des procédures, des institutions, des réseaux assez fameux. Et il s'agit en vérité rien moins que de toute l'administration d'un pays, quand on parle des archives nationales. Et effectivement, les missions des archives sont d'acquérir, comme on dit, ces documents et de les préserver sur le long terme et, dans la mesure du possible, de les ouvrir à la recherche, d'y donner accès, de les communiquer aux chercheurs. On a essentiellement les généalogistes qui viennent faire leur arbre généalogique, mais nous avons aussi rien moins que des chercheurs en histoire qui vont, entre autres, rédiger les manuels qui apprendront l'histoire aux enfants de demain. Et il s'agit rien moins que de la mémoire des nations. Parce que, historiquement, on a toujours procédé ainsi. Certes, des histoires alternatives s'écrivent aujourd'hui, mais prenons par exemple l'histoire des odeurs avec Alain Corbin, c'est un exemple. Mais les défis sont d'autant plus grands aujourd'hui que non seulement il y a toujours eu la masse de papier énorme du fait de l'invention puis la perfection de la technique de l'imprimerie, le développement des États modernes et de l'administration, au point qu'on peut parler de bureaucratie, mais il y a aussi le numérique désormais, parce qu'effectivement, n'allez pas croire que les employés municipaux, les employés ministériels, les employés des centres de recherche peuvent disposer des documents Word ou Excel ou des blocs-notes ou des bases de données qu'ils constituent comme ils l'entendent. Non. Le plus souvent, la loi dit très précisément ce qu'ils doivent en faire et ce qu'ils ne doivent pas en faire, à savoir typiquement les détruire. Et bien sûr, ces documents sont, comment dire, merveilleux, c'est-à-dire les supports qui permettent de les conserver, de les transmettre, sont fabuleux parce qu'enfin, comparer la quantité d'informations que l'on peut stocker sur une plaque de marbre, pas grand-chose, à celle qu'on peut stocker sur une clé USB. Oui, mais la plaque de marbre peut résister à l'eau, au feu, au coup, etc. La clé USB, vous la tordez, elle est illisible. Donc, il y a deux courbes qui s'inversent. Et en définitive, les défis aujourd'hui pour les archivistes sont plus nombreux que jamais. Alors, les archives, c'est ça. Pour beaucoup, c'est du réchauffé. Mais dans mon cas précis, le cas de la Belgique, les archives sont ce qu'on appelle un établissement scientifique fédéral. Il y en a plusieurs. Les musées royaux des beaux-arts sont un établissement scientifique fédéral. Les musées royaux d'art et d'histoire, le musée de l'Afrique centrale, la Bibliothèque royale. Je cite des homologues dans le même domaine. Il y a aussi l'Observatoire royal de Belgique, l'Institut royal de météorologie, toute une liste. Je passe les détails. Et le fait est que ces institutions, toutes institutionnalisées qu'elles soient, dépendent de la politique scientifique belge du ministère de la Recherche locale qui s'intitule BELSPO, Belgian Science Policy Office. Et régulièrement, BELSPO organise ce qu'on est bien tenu d'appeler des concours entre les différents établissements scientifiques fédéraux pour recevoir des fonds pour mener des projets. J'accentue le mot, vous voyez, parce que c'est important. Je vais revenir dessus. Ces institutions disposent par ailleurs d'une dotation. Une dotation, c'est comme les universités aux États-Unis ou partout ailleurs, mais le terme en anglais dotation, je crois, je ne suis plus sûr, peu importe. C'est un budget annuel qu'elles reçoivent et qui est censé les aider enfin, leur permettre en vérité d'accomplir leurs tâches organiques et récurrentes. Tandis que les projets, un projet, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'organisation du travail pour un ensemble de tâches qui a un début et une fin. Ce n'est pas autre chose. Alors, il y a toutes sortes de raffinements. On vit dans une société éminemment basée sur le projet. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal?
je ne veux pas juger, mais je veux vous présenter le cas de figure suivant. On observe de façon très rapide, lorsqu'on est au sein de ces établissements et qu'on en parle avec les individus concernés, à savoir les fonctionnaires nommés qui sont là et qui appartiennent à la carrière scientifique, que devant ce manque terrible de ressources, de soutien, parce que politique d'austérité, parce que McKinsey, Deloitte et BlackRock ont dit les sciences humaines et sociales, ça ne sert à rien. Hein. Ce n'est pas ça qui rapporte les prix Nobel. Ce qu'il nous faut, c'est des STEM, hein, c'est de la physique, de sciences de l'ingénieur, de la technologie, de l'informatique. Ça, c'est très, très bien. Bon, c'est de réchauffer pour beaucoup de gens ici, ça, je pense. Mais le fait est que pour beaucoup de gens au sein de ces institutions, les projets sont une méthode alternative et bien, ingrate. Et je cherche les bons qualificatifs. Certainement inapproprié et détourné de son objectif initial pour obtenir des fonds supplémentaires. Fonds supplémentaires qui ne vont pas seulement permettre de faire des projets. Je vous donne un exemple. Construire un pont, c'est un projet. Ce n'est pas une tâche récurrente. Il y a un début et une fin. À la fin, le pont est construit. Mais par exemple, embaucher un ou une réceptionniste qui va tenir l'accueil dans une organisation quelle qu'elle soit, c'est une tâche récurrente par excellence. Il n'y a pas un début et une fin. Il y a des séquences, mais c'est une temporalité cyclique, tandis que le projet est dans une temporalité résolument linéaire. C'est la flèche, la ligne du temps qu'on connaît, que les historiens connaissent bien d'ailleurs. Il n'empêche. Or, il y a un ouvrage en sociologie qui est paru en 1999 et qui a été rédigé par deux sociologues français du nom de Luc Boltanski et Ève Chiapello, et qui a fait date dans la sociologie et les sciences humaines, même à l'étranger d'ailleurs, et dans lequel ces deux sociologues entreprennent une vaste recherche. C'est un très long ouvrage, une brique. Ils ont constitué deux corpus. Ils ont constitué un corpus de manuels de gestion d'entreprise, de management, comme on dit aujourd'hui, manuel des années 60. Et puis, ils ont fait la même chose avec les années 90. Et c'est un fameux paquet de textes et lecture intéressante qu'on peut difficilement lire sans cynisme aujourd'hui parce que, ce sont des choses qui nous sont très familières, je le crains. Mais en mesurant l'écart lexico-sémantique entre ces deux corpus, les auteurs ont dégagé des pistes d'analyse extrêmement intéressantes pour les temps qui sont les nôtres. Quand on lit les manuels des années 60, les manuels de management qui s'adressent essentiellement aux cadres, aux individus qui vont intégrer la fonction dirigeante et qu'il s'agit de motiver à l'emploi et aux gens qui doivent motiver ces gens-là aussi, hein, les managers, les chefs de service, etc., etc., on leur donne des raisons pour leur dire qu'est-ce que vous avez à espérer, pourquoi est-ce que vous devriez aller dans l'entreprise et pas ailleurs, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller faire du hamac, par exemple. Eh bien, on voit que dans les années 60, quels sont les concepts pivotaux? C'est la hiérarchie, c'est la rigueur, c'est le dévouement. C'est quelque chose qui est toutes sortes de vocables, de phrases et de tournures qui sont extrêmement vieillis pour nous, mais qui nous sont étrangement familières. Parce que, c'est ce que nous disent Boltanski et Chiapello, il y a une critique dont nous sommes extrêmement familiers aujourd'hui et qui a été représentée inlassablement dans les médias, dans les arts, par exemple. Pensez au Temps moderne de Charlie Chaplin, le film avec les engrenages, etc. C'est la critique de la bureaucratie, de l'organisation mammouth, si je puis dire, qui écrase l'individu, qui le subsume, qui l'empêche d'exister. C'est en vérité le taylorisme, le fractionnement des tâches en une série atomisée et déconnectée, pour ainsi dire, pas organique, de micro-tâches où effectivement, au lieu d'avoir, de façon plutôt fordiste, des ouvriers qui fabriquent une voiture, non, il y a une série d'ouvriers qui fabriquent les portières, une série qui fabrique les roues, etc., etc. Et donc, les tâches sont répétitives, ennuyeuses, aliénantes. L'ouvrier ne voit pas ce qu'il fait au bout du compte. Il a l'impression, il ne voit pas bien à quoi ça sert. Et donc, l'entreprise, c'est un mouroir, c'est un endroit où on ne peut pas s'épanouir. Eh bien, les travaux de Boltanski et Chiapello, qui ont d'une part analysé à vue, si je puis dire, en lisant les manuels, et d'autre part avec ce qu'on appelle un concordancier, c'est un logiciel qui permet de relever les termes les plus fréquents dans un texte, hein, typiquement les mots de grammaire, et après on voit les termes qui ont du sens. Hein. Si vous lisez un manuel de management, un des termes qui reviendra le plus, ce sera management, et puis il y aura gestion, motivation, etc. Bon. Eh bien, ils ont observé que dans les années 90, on ne voit plus du tout cela. Non, en vérité, le capitalisme,
par là, ils veulent désigner, c'est-à-dire l'idéologie qui se trouve derrière ces auteurs et qui se traduit en pratique dans les modes de gestion des entreprises, le capitalisme s'est adapté. Il a un nouvel esprit, disent-ils, une nouvelle idéologie, en somme, pour aller plus vite. Et comment cela se traduit? Eh bien, essentiellement, on peut dire que le capitalisme a phagocyté, a intégré les critiques qui lui étaient faites, et désormais, le maître mot, c'est le projet. C'est-à-dire qu'avant, les ouvriers venaient, ils faisaient ce qu'on leur demandait, on les payait, et puis c'était à peu près tout. Mais là, on a des entreprises qui sont beaucoup plus totalisantes, on pourrait presque dire totalitaires, qui vont dire à l'individu, venez chez nous et épousez le projet d'entreprise. Projet, encore ce mot. Et effectivement, l'un des termes qui revient le plus dans les manuels de cette époque, c'est le mot projet. Nous devons faire des projets. Projet est un mot qui appartient à notre vocabulaire aujourd'hui. Nous sommes tous très familiers des projets. Nous devons tous faire des projets. Nous devons avoir un projet de vie, parce que vivre ne suffit plus. Donc, nous devons nous projeter en permanence. Nous devons être dans l'avenir. Et ceux qui ne savent pas se projeter, ils ont des problèmes. Les jeunes ne font pas de projet. Les pauvres n'ont pas de projet, évidemment. Ceux qui n'ont pas besoin de faire des projets sont les riches, typiquement. Or, je reviens un peu à mon cas de figure. Les archives de l'État, établissement scientifique fédéral, c'est le terme, hein, donc centre de recherche, peu importe, doit faire des projets, doit soumettre des projets. Et ça prend un temps fou. Il faut remplir des modèles, il faut soumettre le projet, se soumettre, terme assez symptomatique me semble-t-il, et espérer avoir les fonds. Et ce n'est pas dit qu'on les aura. C'est un concours, c'est une compétition. Comme au sport, comme à la guerre, pourrait-on dire, il y a des vainqueurs et des perdants. Ce n'est pas autre chose. Il y a peut-être moins de morts, mais il n'empêche. Moins de morts, certainement. Mais autant le projet, il ne s'agit pas de dire que c'est un mode d'organisation inintéressant et acheté. Le projet, c'est quand même une rationalisation dans ses formes les plus modernes de la rigueur, pourrait-on dire. Effectivement, il y a le fameux triangle, les trois aspects les plus saillants du projet. Que veut-on? Le contenu, le but, l'objectif. En déant quel délai, hein, quand est-ce qu'il faut que ce soit fini, et avec quelles ressources, quel budget. Et puis, il y a les plans de gestion du changement, le plan de gestion des risques. Voilà, c'est une formalisation très utile, en somme. Mais ce qui est intéressant, si on recoupe ce qu'ont écrit Luc Boltanski et Eve Chiapello il y a maintenant plus de 20 ans, 22 ans désormais, avec ce qu'on observe, par exemple, dans ce cas de figure, c'est qu'on a vraiment ce qu'on pourrait appeler, en termes de sciences administratives, de sciences des organisations, qui est une sous-branche des sciences politiques, comme une colonisation des méthodes d'organisation au sein de certaines organisations, certaines entreprises, mais aussi certaines institutions publiques qui s'inscrivent, comme c'est le cas des archives, mais pas seulement, des bibliothèques, des musées aussi, qui ont des missions de préservation. Les bibliothèques, elles ont aussi, comment appelle-t-on ça encore, le dépôt national, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, elles doivent acquérir un exemplaire de tous les ouvrages publiés sur le territoire, par exemple. Et les musées, n'en parlons même pas, ils conservent toutes sortes d'artefacts extrêmement anciens et d'une importance vitale pour écrire l'histoire. Et c'est bien ça ce dont il est question. Vous me permettrez de faire un peu de pathos, c'est que si, au fond, on observe, comme c'est mon cas, par exemple, que quand on nous dit vous devez, ça a été mon cas, mener un projet pilote pour voir si on peut mettre sur pied un service d'archivage des données de recherche en sciences sociales. Donc, c'est une sous-branche de ce qu'on fait aux archives. Ce ne sont pas les données des tribunaux, les données des ministères. Non, c'est encore autre chose. Ce sont les données des universités. Et alors, nous menons ces études pilotes. Moi, c'était des projets qui s'étalonnaient de 2017 à 2020. Et en 2020, nous avons lancé un nouveau service aux archives. Mais quand nous avons dit à notre ministère de la Recherche, eh bien voilà, le résultat de l'étude pilote est positif, il nous apparaît que nous avons tout à fait lieu de mettre sur pied ce service aux archives de l'État et nous le faisons. Veuillez nous octroyer des financements récurrents, s'il vous plaît, pour pérenniser l'infrastructure. On nous a répondu, non, ça ne va pas le faire, pas dans l'immédiat. Mais vous pouvez candidater à de nouveaux projets. Et donc, il devait y avoir une fin à ce projet qui se concluait par effectivement l'affirmation, eh bien oui, ça y est, nous allons mettre sur pied ce nouveau service qui allait s'occuper des données de recherche qui sont un sous-corpus, mais vital pour l'histoire des sciences, pour l'histoire de la société, aux archives de l'État, mais il faut le pérenniser, il faut l'ancrer. Est-ce possible? Sans doute, mais sans fonds récurrents, comment est-ce possible? Si les collaborateurs qui y œuvrent risquent du jour au lendemain, pour ainsi dire, aussi parce qu'ils n'ont pas forcément de bonnes raisons de rester, d'aller ailleurs ou tout simplement qu'on ne pourra plus les payer. Que faire dans ces cas-là? Et donc, je parle d'une colonisation parce qu'effectivement, on devrait dire des institutions comme les archives doivent échapper à cette logique d'organisation du travail par projet qui devient virtuellement universelle. Maintenant, une entreprise qui ne fonctionne plus par projet, c'est une entreprise vieille école et qui ne pourra pas durer.
Tout ça est lié aussi à la gestion totale de la qualité, un Total Quality Management. Ça s'inscrit dans toute une histoire, mais il ne me reste plus que 15 secondes. Donc, pour conclure, je dirais, eh bien, songeons à une chose. Aujourd'hui, non, je vais conclure autrement. Je dirais, ce n'est peut-être qu'un cas isolé, mais c'est peut-être aussi, au fond, un indice révélateur. Colonisation, c'est quand on arrive à un endroit où on n'est pas censé aller et où on dit maintenant ici c'est chez moi. Maintenant ici on fait comme je dis. Et en général, il y a des individus qui étaient déjà là et qui disent bah, ça ne nous plaît pas trop. Et on leur répond eh ben, vous n'avez pas le choix. C'est ça que j'entends. La comparaison est peut-être osée, mais nous sommes toutes et tous, je pense ici, familiers et familières avec le danger qui menace les humanités, les lettres. Et je pense qu'inlassablement, nous devons nous mobiliser pour les défendre. Et j'en conclurai par là. Merci pour votre attention.